Entretien aujourd'hui avec Serge Blanc. Serge, merci à toi tout d'abord d'avoir accepté cette interview. Parce qu'apparemment, tu n'es pas coutumier du fait depuis ton retrait des terrains. C'est vrai, depuis que j'ai arrêté, j'ai coupé complètement les médias. Simplement une envie personnelle, mais pour toi, je suis là. C'est gentil, merci. Et j'en profite aussi pour remercier Cédric Lopez. Parce que sans lui, l'interview n'aurait pas pu être possible. Voilà, donc qu'est-ce que tu deviens donc, depuis l'arrêt de ta carrière, Serge? Qu'est-ce que je deviens? Bon, j'ai arrêté, ça fait presque 15 ans. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Bon, maintenant, j'ai arrêté directement tout ce qui est en rapport avec le foot. Et je fais de l'immobilier, de l'achat-revente, de la location, de la rénovation, dans la pierre. Et passionné de tennis, et tu pratiques le tennis aussi également. Voilà, quand on arrête le foot, il faut trouver un sport, parce que sinon on gonfle. Donc après avoir couru pendant 2-3 ans, j'en avais ras le pot, donc j'ai dit allez, je me mets au tennis et j'ai adoré ça, et maintenant je fais ça presque tous les jours. Alors tu es natif de Lyon, si je ne me trompe pas. La Croix-Rousse. Voilà. Et comment se fait-il que tu n'as pas débuté en pro à l'Olympique Lyonnais et que tu aies choisi de rejoindre le centre de formation du Montpellier? Comment ça se passe? Ça, c'est vraiment comment se passe une carrière. Tu sais, quand on a 13-14 ans, qu'on est un peu au-dessus du lot, on est regroupé dans des sélections régionales. Donc j'étais à Lyon, et puis suite à ces sélections régionales, tu vois arriver une masse de directeurs sportifs, de chefs de centre de formation, d'entraîneurs de cadets championnats de France qui viennent te voir chez toi, qui te proposent plein de trucs. Un peu d'argent pour ta famille, des contrats. Et quand j'étais chez moi à Lyon, 4-5 entraîneurs de clubs et directeurs sportifs sont venus chez moi. Auxerre, Montpellier, Lyon, Nantes, Monaco. Et c'est vrai que tu dois faire un choix. Et comme tu connais rien, le premier choix que j'ai fait, parce que la ville me plaisait, c'est Montpellier, après avoir vu à l'époque le directeur du centre de formation, c'était M. Bonnet, et l'entraîneur des jeunes, c'était Régis Durand. Voilà, et c'est très bien passé avec ces deux personnes. Et à 13 ans, je suis parti après une visite de Montpellier, je suis parti à Montpellier au centre. Voilà comment ça s'est fait. Alors tu fais partie de la jeune génération des Carotti, des Rouvière, les frères Alicarte et j'en passe. Philippe Delahaye également. Le premier souvenir qui me vient de toi, c'est ton premier match justement, je crois que c'était en 1991, première journée. La date, je sais pas, mais. Contre Monaco. C'est ça. Et une grosse défaite 4-1. 4-1, on perd, et je remplace Lucchesi qui a un carton rouge. À l'époque, je n'ai pas encore 18 ans, et je suis en vacances au Baléares avec Carotte justement. Et on me dit viens d'urgence, Lucchesi sera suspendu, il faut que tu viennes jouer en pro. À l'époque, je jouais en 3e division, et j'étais ailier gauche. D'accord. Et on m'appelle en vacances pour me dire de venir jouer arrière gauche. Donc je dis ça va être compliqué. Donc je rentre d'urgence de vacances et on me fait jouer un match amical arrière-gauche à Alès. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais un déclic et on se rend compte que arrière-gauche c'est ma place. Donc je fais un mois et demi. Tes débuts pro, tu as commencé à ce poste-là. Voilà, je fais un mois et demi avec les pros et je joue à Montpellier, c'était contre Monaco. Je prends le petit Pérez. Christian Pérez. Une pile électrique qui courait de partout, qui allait à 2000. Et c'est vrai qu'ils ont gagné 4-1, mais je m'en suis quand même bien sorti pour un premier match. Donc je suis ressorti parce que Franck Lucchesi est rentré après son carton rouge. Je suis resté dans le groupe. Et au bout de 4-5 matchs, je suis rentré. Une dizaine de matchs, je ne sais plus, et après je ne suis plus ressorti. Je suis plus ressorti, mais je jouais devant Franck. Je jouais presque faux ailier. Donc, et après Franck a arrêté et je suis resté. Tu es resté. 94 est la première année vraiment marquante. Je vais te ressortir deux faits de cette année-là, tu vas m'en parler si tu veux bien. Tout d'abord, pour hiérarchiser dans le temps, la demi-finale du championnat d'Europe Espoir à la Mosson contre l'Italie. Vous perdez au penalty, tu es dans l'équipe avec les Pedros, les Zidane, les Makelele. En face, il y a Toldo, Cannavaro, Vieri. Ouais, c'est ça. Et ça te fait quoi de perdre en demi-finale et qui plus est à la Mosson? Avec le recul, ça fout les boules, quoi, parce que c'était un match énorme. On était des jeunes joueurs. Beaucoup de gens étaient là parce qu'on était quand même les jeunes espoirs du football français. On l'a prouvé par la suite que c'était vraiment un vivier intéressant dans cette équipe. Et c'est vrai qu'on a rencontré aussi une équipe d'Italie qui avait elle aussi des joueurs qui ont explosé après au fur et à mesure des années. Donc des regrets non, parce qu'on a joué une belle équipe, mais des regrets oui, parce que si on avait gagné ce match, je pense que plus de joueurs seraient allés encore plus loin dans cette carrière.
ça nous aurait marqué, ça nous aurait fait un point d'appui pour partir encore plus. Un mot sur Zinedine Zidane, forcément que tu as côtoyé à cette époque-là. Est-ce que tu pensais qu'il allait faire cette carrière-là par la suite? On peut jamais savoir, parce qu'il y a tellement d'aléas, des blessures, de la chance. Ce qu'on savait et ce qu'on était sûr, c'est que c'était un joueur hors du commun, quoi. Un joueur hors du commun. Tu sais, quand on est défenseur, qu'on prend un joueur, on sait de suite. Et ce joueur, il avait un truc en plus, c'est qu'on ne savait jamais s'il partait à droite ou à gauche. Il avait les deux pieds, une facilité d'aisance, un mouvement qu'on ne connaissait pas. Donc, même si on avait de grandes chances de savoir que c'était un joueur hors du commun, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Il faut de la chance, il ne faut pas se blesser. On savait que c'était quelqu'un d'extraordinaire aussi bien dans la vie que sur le terrain. Et en mai 1994, la fameuse défaite en finale de Coupe de France, 3-0 contre la JOCR. Ouais, ça aussi, je suis encore très jeune, je dois avoir 20 ans ou 21 ans. Et ça me fait déjà, après un petit peu de carrière, une finale dans un club qui, on va dire, de seconde zone, Montpellier. On est une équipe de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs, encadrés par des jeunes dans l'axe, Zakarian, Loret, Roseau. On a des joueurs qui tiennent la route et on pense qu'on peut faire quelque chose contre Auxerre. Et on fait un début de match catastrophique. Et on prend un but, je crois, dans le premier quart d'heure sur une erreur défensive et de Claude. Je crois qu'il prend le ballon entre les jambes, je ne sais pas si c'est Coca ou Bayrua, sur une petite pointe. Et c'est vrai que ça nous a complètement désorganisés. Et après, le match il est parti un peu en vrille. Parce que, étant donné qu'on avait beaucoup de jeunes joueurs, on n'a pas su aborder ce match en perdant 1-0. Donc eux, ils avaient une très belle équipe, parce que c'était une très belle équipe. Et nous, je pense qu'on aurait pu rivaliser si ce premier quart d'heure avait été avec un peu plus d'expérience. Justement, en parlant d'expérience, tu en accumules les 2-3 années qui suivent et tu gagnes un contrat avec l'Olympique de Marseille en 97, ça, si je ne me trompe pas, 97-98. 97-98. Avec Andreas Kopke, Laurent Blanc, Christophe Dugarry qui arrive au milieu de saison. Tes souvenirs de ton année olympienne, pardon. Les souvenirs, il y en a plein, mais bon, ce qui est incroyable quand tu arrives à Marseille, c'est surtout l'extra sportif. Parce que de jouer dans ce stade qui à l'époque était le Vélodrome, qui moi était le plus beau, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on est footballeur à Marseille, ce qui est le plus important et le plus dur à vivre, on va dire émotionnellement, c'est les à côté. Parce que c'est vrai que quand on sort dans la ville, les gens, c'est des footballons. Donc quand ils te voient, c'est des questions, des autographes. Et c'est vrai que j'ai aimé cette proximité qu'il y a avec les gens de Marseille, parce qu'ils adorent leurs joueurs et le football, quoi. Et ça, tu le vis dans aucune équipe. Je suis allé à Lyon, j'ai fait longtemps à Montpellier. Mais des gens qui adorent le football comme ça te prend au trip, quoi. C'est pour ça que Marseille, dans mon cœur, ça restera toujours gravé, quoi. Rien que pour ça. Et en tant que c'est toi, je me souviens d'ailleurs que cette année-là, vous aviez pris le Football Club de Sète en 32e de finale de Coupe de France. Oui. Et ce match c'était joué à la Mosson. Et est-ce que tu étais revenu à la Mosson depuis? Et si tu en as des souvenirs, quels ont été les... Tu t'en rappelles pas? Là, je me rappelle pas. Vous aviez gagné 3-0, et c'était le premier match de Christophe Dugarry sous le maillot de l'OM. Et le match c'était joué à la Mosson. Marseille 7, on avait fait à la Mosson. Exactement, avec il y avait les buteurs Gravelaine, Bertin et Brando. Je me rappelle pas. Comme de fois, je me rappelle pas. Et tes souvenirs quand tu es revenu à la Mosson, donc, avec Marseille, tu t'en rappelles ou pas? Contre Montpellier? Oui. Oui, je me rappelle parce que c'était très... C'était au début de saison, je crois. Oui, mais je crois que je ne sais même pas si c'était pas dans les 2 ou 3 premiers matchs. Il y avait beaucoup de monde parce que c'était l'été, donc il y avait beaucoup d'estivants. Et c'est vrai que j'ai retrouvé tout le monde. Émotion particulière? Émotion particulière parce que moi je suis quand même un joueur virulent, qui va beaucoup au contact, qui aime ça. Donc, et c'est vrai que je savais que ce match-là, je ne pouvais pas. Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois devant Carotti, devant des joueurs que je connais, devant Rouvière. Donc pour moi, c'était impossible d'être vraiment le joueur que je suis habituellement. Je suis resté un peu en retrait. Je crois qu'il y a eu 0-0-1, il y a eu match nul, je crois. Et ça m'allait très bien. J'ai fait mal à personne, ça s'est bien passé. Donc pour moi, ça m'allait très bien. La saison suivante, tu reviens chez toi, on va dire, tu signes enfin, tu es prêté, si je ne me trompe pas, la première année à Lyon. Voilà, je suis à Marseille et je reçois un coup de fil de Bernard Lacombe qui m'explique que le club marche pas très bien et que justement il veut repartir. Il veut repartir sur une équipe complète et remonter le club en 6-7 ans qu'avec des nouveaux joueurs. Donc le contact passe bien et c'est vrai que
cette situation de rentrer chez moi, on va dire, avec toute ma famille. Je me suis dit pourquoi pas le tenter. À Marseille, avec Courbis, j'étais peut-être remplaçant sur la saison d'après, donc je pars. Je dis j'y vais et j'arrive. C'est vrai qu'il y a un beau recrutement qui se fait à Lyon, Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai passé 6 ans magnifiques parce qu'on est monté petit à petit. Les infrastructures du club se sont améliorées avec des bâtiments pour l'entraînement, pour la musculation, pour les jeunes joueurs, des terrains magnifiques. Et c'est vrai qu'en 6-7 ans, le club s'est transformé et pour arriver là où il est actuellement, avec des victoires en Coupe de France, toujours des classements assez hauts. Et c'est vrai que je me suis dit, je ne me suis pas trompé. Excusez-moi, c'est le début de l'ère des Sonny Anderson, des Tony Vérel qui arrivent à cette époque-là. Voilà, on est arrivé avec une attaque, un milieu de terrain avec Dorasso, qui joue en numéro 10. On avait un jeune joueur, Steve Malbranck, devant on avait Vérel, Sonny Anderson, Pierre Lègle. Derrière on jouait avec, je crois, Delmotte, Laville. Et dans les buts, on avait, je ne sais plus qui c'est qu'on avait. C'était Greg Coupé déjà. C'était Coupé qui justement a explosé, est parti en équipe nationale et qui pour moi, ça a été le meilleur gardien que j'ai vu de ma carrière. Meilleur gardien, et de loin. Élimination en préliminaire de Ligue des Champions face à Maribor. Ouais, un scandale. C'était dur à encaisser à l'époque par le président Las. Ouais, parce qu'on gagne, je crois, 3-0 à la maison. On domine notre sujet avec des joueurs qui jouent tous à leur meilleur niveau, je pense. Et on va à Maribor. Un déplacement assez. Je sais plus le score du match aller, je crois que tu te plains. C'est pas un aussi gros score. Et je pense que c'est un gros score. Je suis pas sûr. Parce qu'on est presque sûr d'être qualifié et on perd là-bas, je crois, 4-0. Ou alors on gagne 2-0 et on perd 3-0, ou on gagne 3. Mais je crois qu'il y a une grosse différence de but et on y va quand même serein. Et là-bas, on tombe sur une équipe qui joue du feu et un arbitrage à la maison incroyable. Et c'est un match qui dure 102 minutes. On ne sait pas pourquoi. Et quand il marque à la 102e ou vraiment dans le temps réglementaire, il arrête juste derrière et là on vient un calvaire parce que le président il est fou. Parce que financièrement ça fait quand même mal. Et après il faut rentrer. Il faut rentrer avec le sac à dos de la défaite à la maison. Les supporters nous en veulent, le président nous en veut. Et ça fait mal parce qu'on avait fait des matchs avant, des beaux matchs. Je crois que je ne sais pas si c'est cette saison où on joue le Celtic. C'est la saison d'après. Donc c'est une défaite qui fait très mal. Ton meilleur souvenir européen avec l'OL? C'est quand je marque. Quand tu es défenseur, tu marques tellement pas souvent, que quand tu marques un but, mais je me rappelle même plus contre quelle équipe c'est, je crois que c'est le Celtic ou... oui, c'est ça. Contre c'est le Celtic où je sais qu'il y a Segba qui a dans son camp, donc presque à 60 mètres du but, qui fait une transversale. Je déborde avec un appel, je passe devant les défenseurs et je suis presque à 25 mètres. Et je fais une reprise de volée qui part dans la lucarne. Donc pour moi, en tant que défenseur, c'est un souvenir incroyable. Donc j'ai ça gravé, donc c'est pour ça que c'est un souvenir. C'était le même match, mais la fameuse blessure justement avec Henrik Larsson. Oui, c'est ce même match. La malheureuse blessure où. Alors comment tu te sens justement par rapport à ça? C'est totalement involontaire, hein, oui, mais quand tu blesses un joueur. Je ne sais pas si tu remonteras les images. J'ai les photos, oui, voilà, je les photos. Mais il fait un contrôle, je crois, la balle lui part un peu devant, donc il accélère, je le rattrape, et quand j'essaie de lui passer devant, en pleine course, mon pied lui tape à l'arrière du mollet, et c'est vrai que le tibia devant il casse un bruit sec, et c'est vraiment involontaire, et c'est vrai que ça a été compliqué, parce que je crois que déjà il avait signé à Barcelone pour l'année d'après, et donc il a fait sa première année à Barcelone avec l'opération, et il est indisponible pendant 6-8 mois, mais quand il sort de cette opération, l'année d'après, il explose. Il explose et je crois même qu'il finit meilleur buteur. Oui, après Manchester United, voilà. Les retours en équipe nationale. Donc finalement, il était peut-être fatigué. Tu l'as fait du bien. Je ne sais pas si je lui ai fait du bien, mais il sort de là, de cette opération, le mec il explose. Donc ça a été dur au début parce que c'est involontaire. Après c'est des aléas, moi aussi je me suis blessé. Mais c'était con parce que c'est un super joueur, bonne mentalité. Mais après le mec il a explosé. Retour à Montpellier par la suite, hein. Ouais. Est-ce qu'au moment où tu reviens à Montpellier, tu te dis cette fois c'est mon dernier club et je viens pour boucler la boucle? Oui, je sais que quand je rentre,
Pourquoi je me dis c'est fini? Parce que quand je suis à Lyon, j'ai plusieurs possibilités pour partir en Angleterre. Et après, petit problème familial avec mon fils qui doit se faire opérer, qui a plusieurs opérations sur une dizaine d'années. Je trouve un professeur qui est à Montpellier, donc je reste à Montpellier pour mon fils. Et je sais que je vais rester. J'ai un contrat de 5 ou 6 ans, je ne sais plus, et je sais que pour mon fils, je vais rester à Montpellier. Donc je sais que c'est mon dernier club, je dois avoir 30-31 ans, je sais que pour moi, c'est le dernier club. Donc je fais une fin de carrière un peu en dents de scie parce que je dois suivre mon garçon qui a quelques soucis. De nombreuses blessures également. De nombreuses blessures. Ça a joué, tu penses, justement, par rapport à ton état mental, à cette période-là? Moi, j'étais un joueur où, que ce soit l'entraînement ou en match, je me faisais plaisir. Donc, j'avais jamais de retenue, j'étais toujours à 120%. Il fallait que je me batte pour être titulaire dans les clubs. Je fais partie des joueurs où ils étaient toujours titulaires, ou même s'ils faisaient un entraînement à 20%, ils étaient sûrs d'être dans le groupe. Moi, je me suis toujours battu par plaisir et pour gagner ma place et pour prouver qui j'étais, en jouant tout le temps à 120%, parce que j'aimais ça. Et c'est vrai que quand on joue à 120% à haut niveau, quand on joue tous les jours, on a des blessures, il y a de la casse. Mais j'ai vécu avec, j'ai fait ça parce que j'aimais ça. Et les blessures finalement m'ont handicapé, oui et non, parce que ça me permettait de me reposer et de faire autre chose. Alors Serge, pour terminer, je vais te citer 3 joueurs avec lesquels tu as évolué dans les 3 clubs où tu as joué. Et tu vas me donner ton avis sur eux. D'accord. On va commencer par Montpellier. Tu veux le tailler ou... Ah, tu fais ce que tu veux. Vas-y. Jacek Ziobert. Jacek Ziobert. Jacek Ziobert. Que dire sur Jacek? C'était la régularité, un physique incroyable. Je crois qu'il était polonais. C'est ça. Et qu'il était en équipe nationale même à l'époque. Exactement. Ça, c'est un genre de défenseur quand tu l'as dans ton équipe, qui est toujours régulier, qui a un très haut niveau. Bon jeu de tête, qui court vite. C'est un joueur idéal dans une équipe. Alors, tu es arrivé juste après, mais tu n'as pas regretté de ne pas avoir connu cette fabuleuse aventure en Coupe d'Europe l'année d'avant? Non, parce que quand tu es joueur, tu vis au jour le jour. Les matchs, tu les prends, tu ne regrettes pas ce que tu as fait avant ou ce que tu vas faire après parce que tu ne le sais pas. Donc, bien sûr, on aime toujours faire le meilleur, mais quand c'est passé, moi, j'ai aucun regret, aucune amertume. Donc je ne regrette pas du tout de ne pas avoir participé l'année d'avant. On continue avec un autre artiste, cette fois à l'OM, et un ancien Montpellier également, Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine. Bon, alors lui, c'est... Avec lui, j'ai un petit truc en plus, parce qu'on n'était pas en dehors. D'accord. C'est un marrant, c'est un joueur hors pair, un technicien, un buteur, un fédérateur dans un groupe. C'est quelqu'un qui regroupe tout le monde et qui arrive à motiver tout le monde. Et dans la vie, c'est tellement un mec sympa que des compliments sur ce mec. Et on termine Lyon, Sonny Anderson. Sonny Anderson. Il va y a Bach, c'était déjà Lyon. À Lyon, ouais. Sonny. Et un Polonais aussi. Et un Polonais, ouais. Sonny, bon brésilien, je ne sais pas s'il joue encore en équipe nationale. Il a fait quelques matchs. Voilà. Bon, lui, c'était la classe, hein, je veux dire, après, il y a des joueurs comme ça que j'ai connus. C'est la classe. C'est la classe à tous les niveaux, en dehors, en dedans. Respectueux de n'importe qui, des joueurs du centre. La preuve, il est resté encore à Lyon pour bosser. On peut dire qu'un mot sur lui, c'est la classe. Un joueur qui a vraiment la classe. Est-ce qu'il est parmi tous les coéquipiers que tu as eu le joueur le plus impressionnant? C'est une question difficile. C'est une question difficile parce que un joueur impressionnant, ça peut être sur le terrain, dans la vie de tous les jours, extra sportif. Pour moi, le meilleur que j'ai eu, le plus impressionnant, avec beaucoup de facilité et que je respecte beaucoup, pour moi c'était Vikash Dorasso. D'accord. Parce que c'était un joueur très atypique. Un peu comme moi. Ce qui te plaît, ouais. Voilà. Et il a prouvé qu'il était atypique, mais un joueur de grande classe. Ça lui a fermé des portes aussi, ça lui a fermé des portes, c'est clair, mais il est resté comme il était. Il n'a pas joué un jeu d'être un autre personnage, et rien que pour ça, je l'admire. Très bien, ce sera le mot de la fin. Et un grand merci à toi, Serge. Merci bien.